Bonjour à vous, ici Andrea. Bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène inquiétant et irrésolu qui a remué l'Angleterre à partir de la fin des années 60. Pendant plusieurs semaines, un cimetière du nord de Londres devient le théâtre d'une affaire très médiatisée. Plusieurs personnes affirment y avoir vu des créatures mystérieuses. Certaines d'entre elles affirment même avoir été attaquées. La presse s'en empare, les habitants frémissent. C'est le début d'une légende. Une mystérieuse créature hanterait le cimetière. Son nom, le vampire de Highgate. Des manifestations surnaturelles à l'emballement populaire, découvrez sa True Story. Si vous vous baladez dans le quartier résidentiel de Highgate, dans le nord de la capitale britannique, vous serez marqué par son calme et sa qualité de vie. De grands espaces verts croisent les allées des maisons victoriennes bourgeoises. Au milieu de ce quartier cossu, un cimetière, mais pas n'importe lequel. Le cimetière de Highgate, situé sur la colline de Hampstead, fait partie des Magnificent Seven, une série de 7 cimetières privés construits pour les classes sociales supérieures à la fin du XIXe siècle. Il est aussi étendu que 15 terrains de football bordés d'une végétation luxuriante et fait office de lieu de promenade pour les habitants, un peu comme le Père-Lachaise à Paris. En empruntant ces longs chemins, on peut admirer son style gothique fait de statues impressionnantes. Au milieu du cimetière, une grande allée que l'on appelle Swains Lane, souvent utilisée comme un raccourci. Un lieu calme et une balade tranquille donc, seulement en apparence. Car lorsque cette allée devient lugubre, à la tombée de la nuit, des phénomènes inexpliqués ont lieu. Tout débute un soir de l'été 1967. Elisabeth Vojdila et Barbara Moriarty, deux jeunes amies de 16 ans, rentrent d'une soirée et empruntent l'allée centrale du cimetière pour rentrer chez elles. Mais alors qu'elles rejoignent la sortie nord, elles sont surprises par des ombres noires, des formes sombres qui se dressent depuis les tombes. Pensant d'abord à un homme tapi dans le noir, elles restent immobilisées par la peur, puis les formes se mettent à remuer et à s'étirer vers le ciel. Ces créatures ne ressemblent à rien. On dirait des défunts qui se lèveraient de leur caveau. Les jeunes femmes sont pétrifiées, mais elles doivent réagir car les ombres noires viennent vers elles. Une seule pensée leur vient, fuir le cimetière. Elles marchent coude à coude, en silence, le plus discrètement possible. Une fois sorties du cimetière, les jeunes filles sont tremblantes et complètement perdues. Barbara est sous le choc, Elisabeth, elle, semble hantée. Elle se met à avoir des crises de somnambulisme, à faire d'effroyables cauchemars, comme possédée. Mais le phénomène ne reste pas isolé. Quelques semaines plus tard, un couple emprunte lui aussi cette allée de Swains Lane. Quand soudain, le duo stoppe net devant une silhouette qui s'anime derrière les balustrades en fer du portail. L'homme et la femme diront plus tard que le visage de ce monstre reflétait le vide absolu. L'affaire arrive aux oreilles d'un jeune homme du quartier passionné de sciences occultes et de manifestations paranormales. Un certain David Farrant. Il se propose de percer ce mystère et décide de passer une nuit entière dans le cimetière. La nuit du 24 au 25 décembre 1969 est totalement noire. Le jeune homme est posté derrière une tombe qui lui donne une vue complète sur l'allée centrale. Soudain, 2 points lumineux percent la nuit. Une forme haute de plus de 2 mètres, comme vêtue d'un grand manteau, se dresse devant lui. Au fur et à mesure que la créature s'approche, il fait de plus en plus froid. Et Farrant commence à faiblir. Il a l'impression que la forme l'attire, qu'elle le vide de son énergie. Il réalise alors que cette chose n'est pas humaine. Il tente de se souvenir des incantations kabbalistiques qu'il a apprises dans ses manuels.
Alors qu'il les déclame le plus fort possible, la forme se met à décroître et la température se radoucit. Il sait que ce qu'il a vu n'est pas né de son imagination et il sait qu'il n'est pas le seul à avoir rencontré ce phénomène. Farrant cherche alors à obtenir des témoignages et adresse un courrier au lecteur du journal local le Hampstead and Highgate Express dans son édition du 7 février 1969. Après avoir décrit son expérience, il lance un appel à témoins. Contre toute attente, les réponses affluent à la rédaction et de nombreux habitants du quartier affirment avoir vécu des événements paranormaux dans le cimetière et aux abords de Swains Lane. Les descriptions sont toutes très variables. Un grand homme avec un chapeau, une mystérieuse femme vêtue de blanc, une forme de fantôme, un visage aux yeux rouges ou encore une onde criante. Mais dans tous les cas, une apparition, puis une disparition. On se retrouve juste après une petite pause pour la suite de cette incroyable histoire. Le mystère fascine le pays entier et est désormais connu sous le nom de l'affaire du vampire de Highgate. Quelques semaines plus tard, le 27 février 1969, le journal local publie une nouvelle lettre. C'est celle du révérend Sean Manchester, membre de l'église du Saint Graal. Il y affirme que la silhouette décrite par tous n'est rien de moins que celle d'un vampire. Dans son écrit, il affirme que ce vampire était un seigneur médiéval du XVIIIe siècle, originaire de Valachie, au sud de la Roumanie. Ce noble, qui pratiquait la magie noire, aurait été transporté à sa mort dans un cercueil en Angleterre par ses disciples et enterré à l'emplacement du cimetière de Highgate. Une fois reposant là, ses fidèles l'auraient alors ressuscité par des pratiques sataniques et depuis, il hanterait le cimetière. Le révérend Manchester l'affirme, pour en venir à bout, il faut le décapiter, le brûler ou lui enfoncer un pieu dans le cœur. Quelques semaines après, le pasteur lance un appel et organise une chasse aux vampires officielle le vendredi 13 mars. La police est sur ses gardes, craignant des dégradations de tombes et veut interdire le rassemblement. La presse est également sur place pour suivre cette foule de badauds qui veut en finir avec son Dracula local. Malgré les mises en garde de la police, les recherches ont bien lieu. Tous forcent le passage par les grilles endommagées du cimetière, armés d'eau bénite et de gousses d'ail. Pour mener cette quête, on demande à Elisabeth, la première jeune fille à avoir témoigné quelques années auparavant, d'indiquer où son instinct la mène. Depuis plusieurs années, elle continue à vivre sous le coup de son traumatisme et se dit toujours en lien avec la créature. D'après ses descriptions, il faut se rendre devant un mausolée précis. La foule s'attroupe devant. Plusieurs hommes tentent de l'ouvrir, mais la porte est infracturable. Certains membres du groupe ont alors l'idée de faire levier avec une corde et parviennent à se rendre dans la crypte. Mais en lieu de vampires, on y découvre des cercueils vides. Pendant cette nuit de recherche, le cimetière a subi de nombreux dégâts. Les actes de profanation se multiplient et la police renforce sa surveillance. Les apprentis spécialistes en sciences occultes retournent les tombes à la recherche d'indices. À tel point qu'en août 1970, la police retrouve une dépouille de femme sans tête près des catacombes. Les forces de l'ordre prêtent une attention toute particulière à David Farrant. Son obsession à percer les mystères et sa capacité à entraîner le reste de la population inquiètent. Observé par la police, il est arrêté en pleine nuit, portant sur lui un crucifix et un pieu de bois. Il sera jugé pour s'être infiltré dans le cimetière et avoir effectué plusieurs actes de dégradation, puis accusé de vandalisme et de profanation. De son côté, Sean Manchester retourne également au cimetière, mais en journée quand les visites sont autorisées. Dans un livre très médiatisé,
Il déclare avoir réussi à ouvrir le mausolée qu'Elisabeth avait identifié comme celui du vampire et dit y avoir découvert un nouveau cercueil absent la nuit de la chasse aux vampires. Des amis l'auraient dissuadé de planter un pieu dans le cœur du défunt qui se trouvait dans cette tombe. Et il se serait contenté de laisser de l'ail et de l'encens sur le corps du défunt. Manchester reste persuadé d'avoir tué le vampire quand d'autres habitants du quartier pensent qu'il sévit encore. Alors hystérie collective, influence de ces deux hommes occultes aux théories bien établies, emballement médiatique ou réalité, nous ne le saurons sans doute jamais. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un survivant de l'extrême qui a survécu plusieurs fois à la foudre. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir.